Après les tragiques événements de Splatterhouse, Rick est tourmenté par la perte de sa petite amie, Jennifer. C'est à ce moment que le masque de terreur refait surface, affirmant qu'elle n'aurait pas dû mourir. Sous l'emprise d'un pacte faustien, Rick s'engage dans l'exploration d'un nouveau manoir, la maison du massacre, résolu à sauver une bonne fois pour toutes Jennifer, retenue dans un lieu qui pourrait bien nous donner une petite idée de l'enfer. Splatterhouse 2, tout comme son prédécesseur, s'inscrit dans la tradition des beat'em all sur un plan, mais se distingue par son aspect particulièrement gore et violent. Au programme, décapitation, démembrement et éviscération dans des environnements macabres. Les contrôles sont on ne peut plus simples, mais passons-les rapidement en revue. Rick peut sauter avec le bouton A, petit ou grand selon la durée de pression, et effectuer des coups de pied sautés en combinant B plus A. Il peut aussi ramasser des armes au sol en appuyant vers le bas. Bâton, tronçonneuse, ciseaux, fusil à pompe et même pagaie. Plus subtilement, Rick peut effectuer une sorte de coup de pied glissant en appuyant sur le bouton P juste avant de toucher le sol lors d'un grand saut. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques particularités de ce titre. Une légère inertie dans les contrôles. Même si je ne considère pas cela comme un défaut, Namco semble avoir intégré une petite inertie dans les mouvements du personnage. Cela aboutit à un léger temps de réponse entre le moment où l'on appuie le bouton et le moment où Rick va effectivement toucher un ennemi. Des hitbox pas toujours clairs. Le jeu peut aussi souffrir de collisions pas toujours très lisibles, notamment lors des phases de saut, et d'un manque de cohérence entre les hitbox, certaines apparaissant plus tolérantes et larges que d'autres. Un jeu basé quasi entièrement sur le par cœur. Splatterhouse 2 ne renie pas son prédécesseur sur un point, sa progression dépend quasi exclusivement de l'apprentissage des patterns ennemis, parfois au détail près. Ainsi, à partir du stage 2, il devient quasiment impossible de progresser sans connaître les placements des ennemis par cœur. Un game design très old school qui ne plaira pas à tout le monde. Des différences entre les versions. J'ajoute que Splatterhouse 2 a subi quelques retouches lors de son passage en Occident. Le nombre de points de vie a été modifié. Initialement de 5 en normal, 3 en difficile et de 1 en très difficile, ils sont passés à 4 en normal, 3 en difficile et 2 pour le mode Game Master dans la version américaine et européenne. Enfin, après chaque stage, seuls 2 cœurs sont restaurés dans la version japonaise, alors qu'en Occident, ils retrouvent l'intégralité de ses points de vie. La run que je vous présente a été réalisée sur la version européenne, dans le mode de difficulté le plus élevé. Comme souvent, le premier stage sert d'introduction et permet de se familiariser avec les contrôles. Ici, vous ferez principalement face aux Deadmen, des êtres humains qui, suite à une intoxication médicamenteuse, se sont transformés en monstres. Pas bien dangereux, ils se contentent d'avancer péniblement vers vous. Frappez-les à l'aide d'un simple coup de poing ou d'une glissade. Toutefois, prenez garde aux Body Eaters, qui sortent parfois des cadavres ou tombent du plafond. À moins de connaître le jeu par cœur, il est conseillé d'avancer lentement les premières parties. Ici, si vous êtes trop lent, des Body Eaters tomberont au sol, d'où l'intérêt d'effectuer une glissade pour les éviter. Mais n'en abusez pas si vous ne la maîtrisez pas, elle n'est d'ailleurs pas indispensable dans le jeu, à quelques exceptions près. Le premier boss se nomme Dead Man Fat, et comme son nom l'indique, c'est un obèse cannibale qui n'hésitera pas à dévorer ses propres acolytes. Une fois le combat lancé, ne perdez pas de temps. Frappez-le 2 fois de suite, tout en vous rapprochant de lui, à peu près à ce niveau. Vous devriez pouvoir le frapper sans vous faire toucher. Une fois son ventre repu, il finira par éclater, laissant échapper un fluide acide que vous devez éviter. La première partie du deuxième stage se déroule dans un ascenseur, un passage obligé dans les beat'em all. Apprendre les patterns est fortement recommandé pour franchir cette séquence en toute sérénité.
Les Deathnoïdes vont apparaître en alternance à gauche et à droite. Surtout, frappez-les rapidement quand ils sont à votre niveau. Il est nécessaire d'anticiper leur arrivée pour ne pas les manquer, d'autant que Rick souffre d'une légère inertie. Les ennemis de droite qui crient 2 fois exécutent des bonds plus longs, ce qui vous oblige à vous déplacer tout à gauche pour les réceptionner. Cette séquence ne pose pas de problème particulier, mais demandera un peu de mémoire. La phase suivante se déroule dans un couloir souterrain qui mène vers la maison du massacre. Après avoir éliminé le premier Deathnoïde vert, faites attention aux Deathnoïdes violets, qui sont plus dangereux. Ces spécimens expérimentaux sont parfois statiques, parfois capables de sauter plusieurs mètres de hauteur. Il est nécessaire de connaître leurs emplacements par cœur. En général, je vous conseille de reculer pour réceptionner ceux qui sautent et d'effectuer une glissade pour ceux qui restent à terre. Sinon, un bon coup de poing fera l'affaire, mais prenez garde d'éviter leurs bras transperçants. Soyez extrêmement précis en sautant au-dessus de ces obstacles ensanglantés, certaines hitbox étant particulièrement courtes. Stone Cold s'en souvient encore. Ici, patientez que les pics se rétractent pour avancer, inutile de sauter. Prenez garde aux Deathnoïdes rebondissants, reculez et frappez-le. Utilisez la glissade pour provoquer le saut du second et passez en dessous de lui pour récupérer l'os. Pour les 4 prochains Deathnoïdes, je vous conseille sagement qu'ils aient fini leur attaque, car leur allonge n'est pas négligeable. Ici, sautez lorsque les pics sont sur le point de se rétracter, puis avancez en rythme. Vous allez maintenant rencontrer 2 Slug Monsters qui s'aplatissent tels des flaques lorsqu'on les frappe. Allez, direction le boss. Après avoir franchi ces énormes marches, vous faites face au Demon Face, autrement dit, le visage de démon. Cette créature, qui semble être un démon de haut rang, a probablement survécu à quelque chose de grave pour avoir une tronche pareille. Son point faible réside dans ses yeux. Sautez pour lui infliger un premier coup de pied, puis le boss va lancer ses attaques composées du pattern suivant. 3 têtes volantes qui foncent vers vous à éliminer en les frappant en rythme, et une sorte de crachat qu'il faudra éviter en sautant dessus. La seule difficulté réside dans le placement de votre personnage. Vous l'avez compris, c'est du par cœur, alors étudiez bien les patterns. Après avoir envoyé le Demon Face chez l'ophtalmologue, vous passez au stage 3, qui se déroule le long d'une rivière autrefois paisible, mais qui est désormais infesté de Deathnoïdes violets et de piranhas. Pour le premier ennemi, effectuez un coup de poing ou une glissade. Le deuxième se suicidera. Répétez l'opération en effectuant un coup de pied sauté pour éliminer le piranha, puis baissez-vous à la réception. Approchez-vous maintenant du Deathnoïde et assénez-lui un coup de poing lors de son second bond. Attention, n'avancez plus et attendez que les 2 piranhas sautent vers vous. C'est fait? Alors continuez. Effectuez ensuite une glissade ou reculez pour éviter le bond des 3 prochains Deathnoïdes qui vous font face. Le 4e est statique, effectuez un coup de pied sauté au bon moment pour l'envoyer tomber dans la rivière, puis attendez que le piranha vous attaque. Pour le prochain Deathnoïde, frappez-le au bon moment, sautez, puis attendez qu'un premier piranha saute de l'eau, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Sautez ensuite sur le dernier Deathnoïde qui devrait soit tomber dans l'eau, soit rebondir vers vous. Ouf! Direction le boss. Se déroulant dans une sorte de cabane morbide, ce combat est composé de 3 parties. La première, où vous devrez éliminer des poltergeists, placez-vous comme moi, baissez-vous pour éviter le taillet, puis frappez-le sur la gauche avec le bon timing avant de vous occuper de la tronçonneuse. Ensuite, positionnez-vous bien au centre pour frapper les sortes de fœtus qui vont sortir du plafond. Je vous conseille ensuite de vous placer tout à droite pour frapper celui de droite, puis celui de gauche. Déplacez-vous maintenant à gauche et répétez l'opération.
Une fois mort, d'autres vont sortir. Frappez 3 fois celui de gauche, puis rapidement celui à sa droite, en évitant le crachat de celui qui est à côté. Une fois le dernier fœtus tué, placez-vous à droite et attendez que l'Evil Head, ou tête malfaisante, qui récolte tout le sang de la maison du massacre, sorte. Frappez-le 3 fois et il finira par repeindre la cabane en rouge. Le 4e stage débute sur un ponton près de la maison. C'est une phase extrêmement linéaire où vous devrez éclater la tête de monstres de laboratoire. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de ne pas trop vous avancer et de vous placer à peu près au centre de l'écran pour pouvoir anticiper l'arrivée des ennemis, sachant que leurs déplacements sont plus ou moins rapides. Ah, et je ne vous conseille pas de récupérer la pagaie qui ne ferait que ralentir vos coups. Vous entrez maintenant dans une phase assez délicate, dans un décor de marais, où 2 nouveaux ennemis font leur apparition. Les Damned Dead, tout d'abord, des sortes de cadavres ambulants dénués de toute sensibilité, des ordures en quelque sorte, qui apparaissent dans un premier temps sous la forme d'orbes lumineuses. Ils ne sont pas très dangereux à ceci près qu'ils sont accompagnés d'ectoplasmes qui ont la particularité d'inverser les commandes de direction une fois qu'ils s'emparent de votre corps. Prenez donc garde à 2 choses une fois que vos commandes sont inversées. Aux Damned Dead qui arrivent parfois de l'arrière et aux sauts, encore plus quand les ectoplasmes sont en plein air. Sachez que si vous tombez dans les trous, vous atterrissez dans une sorte de grotte où le niveau de difficulté est relevé. Avancez donc à tâtons en prenant votre temps. Ce boss est l'un des plus difficiles du jeu et je dois avouer que je n'ai pas de méthode infaillible pour le battre sans perdre de points de vie. Dans sa première phase, le Métamore, oui c'est son nom, va effectuer des glissades du même genre que les vôtres. 2 méthodes s'offrent à vous. Soit le frapper juste avant qu'il ne s'élance dans sa glissade, soit le toucher en retombant de votre saut dans son dos. Dans les 2 cas, cela requiert un timing très précis qui vous demandera de l'entraînement. Dans sa 2e forme, il se transforme en araignée. Faites en sorte de spammer sur le bouton de frappe pour enchaîner rapidement des coups de latte lorsqu'il fonce sur vous. Lorsqu'il s'immobilise, effectuez une glissade, ce qui devrait vous permettre de passer derrière lui, puis enchaîner les coups de pied vers le bas. Malheureusement, il arrive parfois qu'il vous touche quand vous n'êtes pas assez rapide. Ça y est, vous avez franchi la porte de la maison du massacre. Cette demeure est devenue un repère démoniaque qui a insufflé la vie à tous les esprits maléfiques du coin. Dans l'entrée de la maison, vous retrouverez nos chers desnoïdes violets, plus fourbes que jamais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à reculer lorsqu'ils sautent vers vous. Faites maintenant attention à la main baladeuse qui surgit de derrière. Lorsqu'elle est accompagnée d'un desnoïde, reculez, puis effectuez un coup de pied sauté sur ce dernier, suivi d'un coup de latte sur la main. C'est une manœuvre pas évidente, mais qui devrait vous assurer un semblant de sécurité.
Ce Deathnoid qui varie la longueur de ses sauts est particulièrement fourbe, alors prenez bien le temps de reculer. Maintenant, récupérez le fusil à pompe en évitant les gerbes vertes qui tombent de ce cerf mural. Retournez-vous rapidement pour éclater la tête du Deathnoid. N'hésitez pas à vous placer entre les gerbes, vous avez assez d'espace. Les prochains Deathnoids sont soit statiques, soit dynamiques, et comme toujours dans le dernier cas, reculez pour leur envoyer du plomb en pleine tête. Encore une fois, prenez bien votre temps pour passer entre les gerbes, le jeu n'étant pas timé. Vous pénétrez dans une bibliothèque dont l'utilité reste obscure. C'est ici le repère des mains baladeuses, nommées Dark Kneel. La technique est simple, maintenez une distance maximale et enchaînez les coups de pied au sol. Attention, certains ennemis surgiront de l'arrière et comme votre personnage est décentré vers la gauche, les timings sont très serrés. Maintenant, vous franchissez les portes d'un laboratoire où semblent s'exprimer les folies d'un savant fou. Des Deathnoids nus vont surgir de ces cages en verre. Ils sont particulièrement résistants et demandent 3 coups pour être tués. C'est l'une des rares phases où je conseille d'utiliser la glissade. Après le deuxième trou, sautez au niveau de la deuxième cage et effectuez la glissade pour éviter le combat. Après le troisième trou, effectuez la glissade au niveau de la troisième cage pour tuer l'un des 2 Deathnoids qui apparaissent et au prochain, effectuez la glissade dès votre réception au sol. Voilà, c'est fait. Cette phase dans une grotte va vous demander de travailler votre mémoire, car rien ne doit être laissé au hasard. Attendez que le premier ennemi régurgite son petit déjeuner. Frappez-le, puis passez au-dessus de lui. Sautez au-dessus de la flaque qui se déplace vers vous. Frappez immédiatement le monstre, sautez par-dessus lui. Frappez le monstre suivant, reculez et frappez le second, qui va immédiatement se déplacer vers la gauche. Ici, soyez très rapide. Frappez le premier monstre, puis frappez-le à nouveau immédiatement quand il se relève, puis attendez qu'il se déplace vers vous, sautez par-dessus lui et frappez le second monstre. La suite ne posera pas de problème, mais vous avez compris que les timings sont très serrés et qu'ils demanderont de l'entraînement. Tiens, un autre laboratoire. Et cette fois vous êtes attaqué par son hôte, un savant fou qui vous agresse avec des fioles explosives. Soyez donc prêt à reculer à la moindre de ses offensives. Le lieu est hanté par des monstres de boue, alors évitez leurs vomissures et frappez-les pour passer au-dessus d'eux. Vous pouvez ramasser des fioles si vous le voulez. Ne vous précipitez surtout pas dans cette phase, car les distances sont généralement courtes. À la fin, vous pourrez asséner une correction bien méritée à ce fou allié. C'est dans ce lieu que le monde des vivants et des morts se rejoignent. Et surtout, vous pourrez y rencontrer votre chère et tendre Jessica. Vous allez affronter le boss final, mais une première fois seulement. Soyez prêts pour ce combat qui est à 100% du par cœur, avec des placements et des frappes à effectuer au bon moment.
Dans un premier temps, il va lancer des mains sur vous. Je vous conseille de vous placer tout à gauche. Effectuez des coups de pied au sol à la suite pour éliminer les premières mains. Puis donnez un coup de poing à celles qui sont projetées en l'air. Ensuite, placez-vous au milieu pour éliminer la première tête. Puis à droite pour effectuer des coups de pied au sol. Puis à gauche où vous allez donner des coups de poing sur les espèces de têtes. Restez là où vous êtes pour la dernière frappe. N'hésitez pas à étudier en détail mes attaques et mes placements. La phase suivante repose sur le même schéma de par cœur. L'une des clés du succès est de se placer légèrement excentré, à gauche ou à droite, pour vous laisser le temps de vous retourner lorsque deux têtes vous attaquent symétriquement. Vous devrez faire face à des attaques debout et au sol avec un timing parfait. Ici, je ne vous conseille pas de spammer le bouton, mais plutôt de frapper avec précision au bon moment. Allez, il est temps d'aller délivrer Jessica, piégée dans un cristal. Le but va être de frapper le cristal sans vous faire toucher par les boules lumineuses qui l'entourent. Je vous conseille d'en éliminer quelques-unes pour vous permettre de vous rapprocher de votre cible. Mais attention, si vous éliminez toutes les boules, elles finissent par réapparaître toutes d'un coup. À chaque fois que le cristal est touché, les boules se transforment en éclairs, ne vous laissant que peu d'espace pour vous mettre à l'abri. S'ensuit une phase où vous êtes poursuivi par un humanoïde transparent. Celui-ci projette des boules lumineuses, dont certaines, mais uniquement certaines, peuvent vous atteindre. 2 pour être exact. Placez-vous tout à droite et dès qu'elle s'approche dangereusement de vous, retournez-vous pour effectuer un coup de pied sauté. Il est temps de vous échapper de la maison du massacre qui est en train de s'effondrer. C'est le retour de la phase d'ascenseur où vous allez devoir éviter des morceaux tombant du plafond. Placez-vous dans un premier temps au centre, et après 4 premiers morceaux qui tombent, placez-vous à gauche, puis repositionnez-vous au milieu. Patientez jusqu'à ce que 2 morceaux tombent juste à côté de vous. Déplacez-vous à ce moment vers la gauche, puis replacez-vous au centre jusqu'à la fin. Entre-temps, frappez les ennemis qui s'approcheraient trop près de vous. Vous tentez de vous échapper en bateau, mais malheureusement, un immonde calmar ne tolère pas votre audace et vous poursuit. Celui-ci vous lance des sortes de dards que vous allez devoir récupérer pour lui renvoyer la figure. Pour ce faire, il va falloir les frapper au bon moment et les renvoyer vers le calmar en visant son œil. Effectuez un petit saut le plus rapidement possible pour éviter d'être vulnérable. Attention, le calmar lance ses projectiles à 3 niveaux, en haut, au milieu et en bas. Vos réflexes vont être mis à rude épreuve.
Ça y est, nous y sommes. Le boss final bien vénère vous attend sur les berges. Ce combat épique est composé de plusieurs phases. Dans un premier temps, baissez-vous, frappez les 2 têtes qui arrivent sur vous, sautez, puis frappez le boss d'un coup de poing. Passez maintenant du côté gauche, baissez-vous pour frapper la tête de renard, puis recommencez l'opération du côté droit. Une fois la 2e tête de renard éclatée, placez-vous tout à gauche. Frappez 2 fois en haut, 1 fois en bas, puis frappez le boss au dernier moment, juste quand il est sur le point de vous toucher. Recommencez l'opération 4 fois. Dans la dernière phase, le boss se transforme en une sorte de chauve-souris. Placez-vous rapidement au centre, puis frappez-le 2 fois du côté droit, 1 fois à gauche, 3 fois à droite, 1 fois à gauche, et enfin 1 fois à droite pour l'achever. Ça y est, vous avez enfin sauvé Jennifer, qui après toutes ces épreuves mérite bien un câlin. J'espère que ce petit guide vous sera utile, ou à minima qu'il vous donnera envie de jouer à ce jeu. À bientôt pour d'autres guides.